En 1986, une jeune fille disparut après avoir quitté la maison en rollers pour se rendre chez une amie. Elle n'y arriva jamais. Ses parents ne s'inquiétèrent que lorsque l'amie appela pour demander si elle venait toujours. Mais il était déjà trop tard. Elle s'était volatilisée sans laisser de traces. 20 ans plus tard, ses parents, Robert et Helen Whitmore, visitent un petit marché à Fern Creek, en Oregon. Le soleil doré de l'après-midi filtrait à travers les feuillages épais qui bordaient les rues de cette ville charmante. Il était 14 heures et le marché battait son plein. Stands de poterie artisanale, fruits colorés, fromages locaux. Mais Robert, lui, restait sombre, traînant les pieds derrière Helen. 3 jours ici pour regarder de la confiture, grommela-t-il, agacé. Hélène s'arrêta près d'un stand de poterie, effleurant les bords d'un bol bleu ciel. Elle soupira doucement. « Robert, on en a parlé. C'est nos premières vacances depuis si longtemps. Essaye de te détendre. » Depuis la disparition de leur fille Émilie, âgée de 12 ans, leur vie était figée dans la douleur. Robert s'était enfermé dans un quotidien vide, travailler, manger, dormir. Hélène, elle, avait lentement commencé à émerger de cette peine sans fin. Ce voyage était une tentative désespérée pour retrouver un peu de lumière. Il continuait à marcher lorsque Robert s'arrêta net. Son regard s'était accroché à une vitrine poussiéreuse, celle d'un magasin d'antiquités au nom effacé, Timber Treasures. La vitrine était un chaos d'objets oubliés, livres anciens, vaisselle ébréchée et une paire de rollers, usés, roses et bleus. Son cœur s'arrêta. Il s'approche, les yeux fixés sur ses patins d'enfant. Le rose bonbon, le bleu turquoise, les attaches violettes. Il les reconnaissait. Il les avait offerts à Émilie pour son 12e anniversaire. C'était ceux-là. Il en était certain. Oubliant tout, il ouvrit brusquement la porte du magasin. Hélène, surprise, le rejoignit. « Robert, qu'est-ce qui se passe ?» Sans répondre, il s'adressa directement au vendeur derrière le comptoir. « Les rollers, dans la vitrine. Je dois les voir. » L'homme surpris les apporta. Hélène porta une main à sa bouche. « Ils ressemblent à ceux d'Émilie, » murmura-t-elle. Robert, tremblant, retourna l'un des patins. Et là, gravé sous le plastique, EGW. « Emily Grace Whitmore, » dit-il d'une voix brisée. « C'est moi qui ai gravé ces lettres. »« Hélène, ce sont les siennes. Ce sont les rollers d'Émilie, » murmura Robert. Le doute de Hélène s'effaça aussitôt lorsqu'elle aperçut les initiales gravées. D'un doigt tremblant, elle traça les lettres. Comment est-ce possible? Comment ont-ils pu atterrir ici, à des milliers de kilomètres de chez nous? Le vendeur, qui suivait leur échange avec un intérêt croissant, tout sauta. Un problème? Robert le fixa, les yeux emplis d'émotion. Ces rollers appartenaient à notre fille. Elle a disparu il y a 20 ans, en les portant. Où les avez-vous trouvés? Le visage du vendeur changea aussitôt. Il tendit la main pour récupérer les rollers. « Je suis désolé pour votre fille, mais ces rollers ne vous appartiennent plus. Si vous les voulez, il faut les payer. Le prix est affiché. »« 45 $, s'exclama Robert. « C'est du vol. Je les ai payés moins cher neufs à l'époque. »« L'inflation, » répondit le vendeur avec un haussement d'épaule. « Et puis, les objets vintage valent cher de nos jours. » Hélène posa une main apaisante sur le bras de Robert. « Peut-être qu'on devrait juste les acheter, peu importe le prix. »« Non, » coupa Robert. « Ils sont à nous. Comme notre fille nous a été enlevée, ces rollers l'ont été aussi. Je refuse de payer pour quelque chose qui nous appartient. » Le vendeur se durcit. « Si vous ne les achetez pas, je vais devoir vous demander de partir. » Devant le refus de Robert, il sortit de derrière le comptoir pour les pousser vers la sortie. Robert se débattit, serrant les rollers contre lui. Le bruit attira l'attention des passants et un agent de police en patrouille entra dans la boutique. « Que se passe-t-il ici ?» demanda-t-il. Le vendeur désigna Robert du doigt. « Cet homme tente de voler un article de mon magasin. »« Je ne vole rien !» protesta Robert. « Ces rollers sont à ma fille. Elle les portait lorsqu'elle a disparu il y a 20 ans, dans l'Illinois. » Le policier le fixa, sceptique. « Monsieur, si vous avez un droit de propriété, il existe des moyens légaux. Vous ne pouvez pas vous servir. » Robert retourna les rollers, montrant les initiales. « Regardez, EGW, Emily Grace Whitmore. Je les ai gravés moi-même, et le numéro de série correspond au reçu que j'ai encore. »
Le policier examina les lettres, puis parla dans sa radio pour vérifier le dossier d'une disparition dans l'Illinois datant de 20 ans. Après un bref échange, son attitude changea du tout au tout. « Monsieur Whitmore, je vous présente mes excuses. Le poste confirme qu'un dossier correspondant est toujours ouvert. » Il se tourna vers le vendeur. « Je dois parler au propriétaire de cette boutique. »« Je suis juste employé ici, » répondit le vendeur sur la défensive. « Le propriétaire n'est pas là. » « Son nom ?» Le vendeur sortit une carte de visite de sous le comptoir. « Victor Manson, mais il ne sera pas content. » « Peu importe, je saisis ces rollers comme preuve dans une enquête en cours. Monsieur et Madame Whitmore, je vous invite à venir au poste pour déposer une déclaration. » Tandis qu'il quittait de la boutique, un mince filet d'espoir traversa Robert pour la première fois depuis 2 décennies. Et si enfin, ils avaient une piste? L'agent Brennan, comme l'indiquait son badge, les mena à sa voiture et leur proposa de le suivre jusqu'au commissariat, situé à 10 minutes de là. Le poste de police de Fern Creek était un modeste bâtiment en briques. À l'intérieur, le calme contrastait avec la tempête émotionnelle qui secouait le couple. L'agent les guida vers une petite salle d'interrogatoire. Les rollers, désormais placés dans un sachet transparent, reposaient sur la table. « Le détective de service arrive. En attendant, j'ai besoin de quelques détails. » Il sortit un carnet. « Décrivez votre fille au moment de sa disparition. » « Émilie avait 12 ans, dit Robert. Cheveux auburn jusqu'aux épaules, yeux verts. Grande pour son âge, environ 1,57 m. Elle avait une cicatrice sur l'avant-bras droit, d'une chute sur la clôture à ses 7 ans. Et la date exacte? Le 15 juin 1986, répondit Hélène. Un dimanche vers 15 h. Elle allait chez son amie Samantha, à quelques rues de là. Elle voulait lui montrer ses nouveaux rollers. Elle n'est jamais arrivée, reprit Robert. Nous n'avons compris qu'elle manquait que vers 17 h, quand la mère de Samantha a appelé. La porte s'ouvrit alors sur un homme en civil, la quarantaine, cheveux poivre et sel. « Détective Marshall », se présenta-t-il en serrant leurs mains. « On m'a parlé d'un nouvel indice concernant la disparition de votre fille. »« Ce sont ces rollers », confirma Robert. « J'en suis sûr. J'ai contacté les autorités de l'Illinois. Les dossiers vont arriver, mais cela prendra un peu de temps. Racontez-moi tout en attendant. » Pendant 1 heure, Robert et Helen reprirent tout depuis le début. La disparition, les recherches, les battues, les affiches, les détectives privés, les fausses pistes. Robert eut la voix nouée. « On n'a jamais cessé de chercher », le détective acquiesça avec gravité. « Et aujourd'hui, après tout ce temps, vous retrouvez ces rollers ici, à Fern Creek. C'est remarquable. On va tenter de retracer leur provenance. » L'employé du magasin n'a pas été très coopératif, dit Helen. « On s'en occupe, » la rassura Marshall. « J'ai envoyé un agent enquêter sur Victor Manson. On retournera au magasin demain pour consulter les registres de vente. » Le détective Marshall examina les rollers avec précaution, les retirant de leur sac de preuves avec des gants. Ils seront photographiés et enregistrés. On vérifiera s'il reste des empreintes ou des traces, même si après 20 ans, c'est peu probable. Un autre agent entra avec un dossier. Marshall le parcourut, l'air pensif. Victor Manson a racheté la boutique Timber Treasures il y a 18 ans. Avant ça, il a pas mal bougé, aucun casier, mais très peu de traces officielles. Il leur montra une photo d'identité de Manson, un homme dans la cinquantaine au regard dur. « Vous le reconnaissez ?» Robert et Helen secouèrent la tête. « Son employé dit qu'il sera de retour dans 2 jours. On l'interrogera à ce moment-là. » Le soleil se couchait quand Marshall les raccompagna à la sortie. « On continue l'enquête. Un agent retournera à la boutique demain pour voir s'il y a d'autres objets liés à votre fille. En attendant, reposez-vous. » Dehors, dans la lumière dorée du crépuscule, Robert ressentit un mélange d'espoir et d'angoisse. Les rollers étaient des biens réels, preuve tangible qu'un lien avec Émilie existait encore. Mais que révélerait ce lien? Il avait peur de le découvrir. Malgré l'heure tardive, Robert insista pour retourner à Timber Treasures. « La police s'en occupe, » dit Helen doucement. « On devrait rentrer à notre Airbnb. Il faut que je revoie cet endroit. Il y a peut-être quelque chose qu'on a raté. » Helen soupira mais le suivit. La plupart des stands du marché étaient déjà démontés. Seules quelques vitrines de restaurants restaient allumées. En approchant de la boutique, ils virent le vendeur verrouiller la porte, l'air tendu. « Regarde !» murmura Hélène. « Il y a quelqu'un qui sort par une porte latérale. »
Un homme apparut dans l'ombre, veste en cuir, chapeau de cow-boy. Même de loin, son profil semblait familier. « On dirait l'homme sur la photo du détective », dit Robert. Victor Manson. Mais il était censé ne revenir que dans 2 jours. Pourquoi mentir à la police? Ils le virent traverser la rue vers une voiture noire, où un autre homme et une petite fille m'attendaient. La fillette, 8 ou 9 ans, semblait effrayée. Quand l'homme tenta de la prendre dans ses bras, elle se détourna. « Cet enfant a peur », souffla Robert, inquiet. « Tu extrapoles peut-être... Les enfants sont parfois imprévisibles, répondit Hélène. « Non, quelque chose cloche. » Les 3 montèrent dans la voiture qui démarra. Robert se tourna vers le vendeur qui s'éloignait à grands pas vers un arrêt de bus. Il le suivit et l'interpella. Cet homme qui est sorti de la boutique, c'était Victor Manson. Le vendeur soupira. « J'ai pas à répondre à vos questions. »« Était-ce lui ?»« Non, c'est son frère. Ça va maintenant ? Laissez-moi tranquille. » Il monta dans le bus qui venait d'arriver. Hélène rejoignit Robert. « Il dit que c'était le frère de Manson, pas lui-même, » expliqua Robert. « Mais alors pourquoi ne pas l'avoir dit à la police? J'en sais rien, mais il fait nuit et on est épuisé. On appellera le détective demain. » Robert hésita, puis hocha la tête. Ils quittèrent la boutique sans un mot de plus. « Demain, murmura-t-il, on aura des réponses. » Leur Airbnb se trouvait à quelques rues, dans une maison victorienne rénovée, au style charmant. Alors qu'ils arrivaient, Hélène s'arrêta. « Je vais chercher à manger au restaurant chinois du coin. Tu veux rester ici ? » « Oui, j'ai besoin de souffler un peu. » Il s'assit sur les marches et alluma une cigarette. Le geste familier l'apaisa légèrement. Revoir les rollers d'Emily après tant d'années ne pouvait pas être une coïncidence. Comment avait-il atterri ici, si loin d'Illinois? Et si Emily était venue ici aussi? Était-elle encore en vie? L'idée le bouleversa. Un mince fil d'espoir venait de renaître, mais l'incertitude qui l'accompagnait était presque insupportable. Pendant 20 ans, Robert avait vécu dans une peine suspendue, incapable de faire le deuil d'une fille qui, peut-être, était encore en vie quelque part. La découverte des rollers avait ravivé une lueur d'espoir qu'il n'avait pas osé ressentir depuis des années. Assis sur les marches de l'Airbnb, il sortit son téléphone et commença à chercher des informations sur Victor Manson et Timber Treasures. Rien de très utile. Un site web basique, quelques avis positifs sur la boutique, mais rien sur le propriétaire. Alors qu'il faisait défiler les pages, un mouvement attira son attention de l'autre côté de la rue. Une silhouette frêle, dissimulée derrière un lampadaire, observait les bâtiments. Il reconnut une enfant, une fillette d'environ 10 ou 11 ans. Il écrasa sa cigarette et se leva doucement. « Tout va bien ?» appela-t-il d'une voix douce. La fille hésita, puis avança prudemment. Elle était mince, les cheveux blonds foncés attachés en queue de cheval désordonnée, et ses vêtements semblaient trop grands pour elle. « Tu cherches quelqu'un ?» demanda Robert en s'approchant lentement. « S'il vous plaît, monsieur, aidez-moi à sauver ma sœur, murmura-t-elle. Un homme méchant l'a emmenée. » Le cœur de Robert se serra. Il regarda autour, méfiant, craignant un piège. Mais la rue était déserte. « Comment tu t'appelles ?»« Carla, je suis seule. J'ai fugué de l'orphelinat pour retrouver ma sœur. Je l'ai vue aujourd'hui, avec un homme au chapeau. Elle a peur, mais elle fait semblant que tout va bien. » Robert eut un frisson. La petite fille au haut couette, celle qui avait reculé quand l'homme l'avait touchée. « Cet homme, il est grand, cheveux clairsemés, veste en cuir ?» Carla hocha vivement la tête. « Oui, c'est lui. Il a emmené Jasmine, ma sœur, de l'orphelinat. Il a dit qu'il l'adoptait, mais c'est faux. » Robert sentit son instinct paternel se réveiller. Cette histoire ressemblait étrangement à celle d'Emily. Et maintenant, une autre enfant risquait de vivre le même drame. « Tu sais où ils l'ont emmenée ?»« Oui, je les ai suivis une fois, mais je ne peux pas la sauver toute seule. » Il savait qu'il aurait dû appeler la police, mais il ne pouvait pas ignorer l'appel à l'aide d'une enfant. Pas après avoir passé 20 ans à espérer que quelqu'un aurait fait de même pour sa propre fille. « D'accord, dit-il, je vais prendre la voiture. » Il envoya un message à Hélène. « J'ai pris la voiture, quelque chose est arrivé. Utilise ta clé, commence à dîner sans moi. Je reviens vite. » Ils montèrent dans la voiture de location. Robert suivit les indications de Carla à travers les rues de Fern Creek. Les maisons devinrent plus espacées, les lampadaires plus rares. Finalement, elle désigna un petit terrain de camping caché derrière une rangée d'arbres. Une vieille caravane éclairée trônait au fond du terrain. « C'est là, » murmura Carla.
Tu es sûr que Jasmine est là ?» demanda-t-il. Elle hocha la tête, grave. Robert inspira profondément et descendit de la voiture. « Reste près de moi. Si quelque chose semble dangereux, on part tout de suite. » Ils s'approchèrent de la caravane. Robert frappa à la porte. Pas de réponse. Il frappa de nouveau. Finalement, un homme ouvrit. Robert le reconnut. Ce n'était pas l'homme au chapeau, mais l'autre, celui qui attendait près de la voiture. « Qui êtes-vous » lança-t-il méfiant. « Je m'appelle Robert. Cette petite fille m'a demandé de l'aide. Elle pense que sa sœur est ici. » L'homme soupira, irrité. « Moi, c'est Mike. Vous vous trompez complètement. Personne n'est retenu ici. Jasmine a été adoptée légalement par mon patron. Moi, je suis juste l'assistant. » Il lança un regard dur à Carla. « Elle invente des histoires depuis que sa sœur a été adoptée. »« Ce n'est pas vrai !» cria Carla. « Vous l'avez prise, vous et l'autre homme. Le frère de mon patron est venu avec moi chercher Jasmine, dit Mike. Mais tout est légal. Mon patron est en voyage. » Robert hésitait. L'explication semblait plausible, mais les yeux de Carla criaient la vérité. « Peut-être que si les deux sœurs pouvaient juste se parler, cela aiderait, proposa-t-il. Mike se renfrogna. « Ce n'est pas possible. Jasmine est déjà partie dans une autre voiture. » À cet instant, un bruit discret monta de l'intérieur. Un chuchotement, suivi d'un chut rapide. Mike jeta un coup d'œil derrière lui. « C'est mon fils, dit-il en refermant partiellement la porte. Je vous conseille de ramener cette gamine à l'orphelinat avant d'avoir des ennuis. Vous n'avez aucun droit de l'emmener. » « Je voulais juste aider, tenta Robert. « Aider » ricana Mike. « En kidnappant une orpheline à cause de ces histoires folles ? Ramenez-la à l'orphelinat ou la prochaine fois, j'appelle la police. » Sur ces mots, l'homme claqua la porte au nez de Robert et Carla. Robert resta figé un instant, troublé. L'explication de l'homme paraissait logique, mais quelque chose clochait. « Il ment », affirma Carla en regagnant la voiture. « Jasmine est là-dedans. J'en suis sûr. » « Tu as entendu ce qu'il a dit ?» répondit Robert doucement. « Ta sœur a été adoptée. C'est peut-être difficile à accepter, mais... »« Ce n'est pas vrai !» cria Carla, les larmes aux yeux. « Tu dois me croire. » Robert hésita. Devait-il la ramener à l'orphelinat comme l'homme l'avait dit? Pourtant, il sentait que quelque chose n'allait pas. « Allons dans la voiture, » dit-il. « On va réfléchir. » Dans l'habitacle, Carla s'effondra sur le siège, le visage fermé. Robert la regarda avec tristesse. « Carla, je comprends ton inquiétude. Mais je dois te ramener. J'ai déjà pris un gros risque. S'il te plaît, pas sans Jasmine. Je lui ai promis de la protéger. » Ces mots frappèrent Robert en plein cœur. Il se revit promettant la même chose à Émilie, sa propre fille, disparue 20 ans plus tôt. Une promesse non tenue. « D'accord, dit-il en soupirant. On va manger quelque chose. Ensuite, on verra. » Carla ne répondit pas. Au moment où Robert allait démarrer, il vit des phares s'allumer. Le van quittait le camping. « Ils partent », murmura-t-il. Le van passa lentement devant eux. À travers une fenêtre, Robert aperçut une femme aux cheveux auburn tirant les rideaux. Leurs regards se croisèrent. « Émilie » souffla-t-il. « Impossible. » Et pourtant, ce visage, il ressemblait à celui d'Émilie adulte, tel qu'il l'avait toujours imaginé à travers les photos générées avec l'âge. Sans réfléchir, il démarra et suivit le van à bonne distance. « Que fais-tu » demanda Carla, redressée. « J'ai vu une femme dans ce van. Elle ressemble à ma fille. »« Ta fille ?» Robert hocha la tête. « Émilie a disparu il y a 20 ans, à 12 ans. Comme ta sœur. » Son téléphone sonna. C'était Hélène. « Robert, tu es où ?»« Je t'attends à l'appartement. »« Hélène, tu ne vas pas me croire. J'ai vu une femme qui ressemble à Émilie. Je suis en train de suivre un van. »« Quoi ? Tu es sûr que c'est elle ?»« Je ne sais pas. Mais tu te rappelles, on disait toujours qu'elle avait un visage qui ne changeait pas. Cette femme, c'est comme voir Émilie adulte. »« Sois prudent, » supplia Hélène. « Tu ignores qui sont ces gens. »« Je dois le savoir. » La connexion coupa. Ils roulaient désormais dans une zone isolée. Pendant près d'1 heure, ils suivirent le van sur des routes de campagne. Carla, silencieuse, l'aidait à suivre le véhicule. Finalement, le van tourna sur une allée de gravier menant à une grande maison campagnarde à 2 étages. Robert coupa les phares et s'arrêta, dissimulé par les arbres. « Pourquoi on est là ?» murmura Carla. Robert se tourna vers elle. «
Je suis désolé, Carla. Je devais te ramener, mais toi aussi tu as perdu quelqu'un. Si cette femme est Emily, alors j'ai peut-être enfin une réponse après 20 ans. Les yeux de Carla s'agrandirent. Tu crois que les méchants ont pris ta fille aussi? Je ne sais pas, mais je vais le découvrir. Il observe la maison. Le van se gara et Mike en sortit, suivi d'une femme tenant une fillette. Jasmine, sans aucun doute. C'est elle? Chuchota Carla. C'est Jasmine. Puis la femme avança à la lumière du porche. Robert sentit son cœur se serrer. Même silhouette, même cheveux auburn qu'Emily. Et ensuite, un autre homme sortit, sans son chapeau cette fois. Victor Manson. Il a menti, murmura Robert. Mike avait dit qu'il était en voyage. Pourtant, il était là, avec eux. Robert comprit. Manson avait menti sur tout. Et la fillette, Jasmine, n'avait jamais quitté le van. Il sentit la colère monter, mais il devait rester calme. Ils étaient plusieurs, peut-être armés, et il avait Carla avec lui. Il sortit son téléphone, mais il n'y avait pas de réseau. Il était seul, sans plan, sans renfort. Tandis qu'il réfléchissait à la suite, un coup sec sur la vitre du conducteur le fit sursauter. Mike était là, le visage dur, collé contre la vitre. « Reste dans la voiture », dit Robert à Carla, la voix tendue. « Verrouille les portes. » Il baissa légèrement la vitre pour pouvoir parler. « Mike, j'étais justement sur le point de partir. »« Tu parles? Tu nous as suivis jusqu'ici? T'es un genre de harceleur ou quoi ?» cracha Mike. Robert tenta de garder son calme. La petite voulait juste revoir sa sœur une dernière fois. On espérait pouvoir discuter calmement. « Vous êtes sur une propriété privée. T'as franchi la ligne. Maintenant, vous venez avec moi. » « Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, » répondit Robert, la main proche du contact. « Ce n'était pas une question, » dit Mike, touchant ce qui ressemblait à une arme sous sa veste. Le cœur de Robert s'emballa, mais il resta calme pour Carla. « D'accord, on va parler. Pas besoin que ça dégénère. » Mike les fit sortir de la voiture et les mena vers la maison. Robert observait chaque détail. Véhicule, issue, disposition du terrain. « Tu fais une erreur, » dit Mike. « Le patron va pas apprécier. » « Je veux juste comprendre ce qui se passe, » répondit Robert en tenant Carla contre lui. La porte s'ouvrit et Victor Manson apparut, furieux. « C'est qui ça ?» demanda-t-il. « Il espionnait la maison, » expliqua Mike. « Et il a la gamine avec lui, Carla, la sœur. Et toi, t'es qui ?»« Robert Whitmore. Et je crois que vous avez quelque chose qui m'appartient. » À ce moment, la femme aperçut Pluto sorti à son tour. Elle s'arrêta net en voyant Robert. Leurs regards se croisèrent. Puis, au loin, le son des sirènes se fit entendre. « Des flics !» dit Mike en attrapant sa radio. « Comment ils nous ont retrouvés ?» hurla Manson. « Ma femme a dû appeler quand je ne suis pas rentré, » répondit Robert. La femme le fixait toujours, l'émotion dans ses yeux. « Lena, rentre !» ordonna Manson. Mais elle ne bougea pas. « Emily !» murmura Robert. « Emily Grace. » Un frisson parcourut la femme. Son nom semblait raviver quelque chose. Les sirènes se rapprochaient. Manson, froid et déterminé, donna ses ordres. « Mike, fais entrer tout le monde. On gère ça à ma façon. » À l'intérieur, Jasmine était assise sur le canapé, terrorisée. Carla tenta de la rejoindre, mais Mike la retint. « Lâchez-la, » dit Robert. « Elle n'a rien à voir là-dedans. »« Tu ne comprends rien, Whitmore, » répondit Manson. « T'aurais dû appeler les flics dès le début. » Dehors, la voix du détective Marshall résonna dans un haut-parleur. « Maison encerclée, sortez les mains en l'air. Lena vient dire que tout va bien, que Jasmine est notre fille adoptive. » Lena hésita, puis recula. « Je ne peux plus faire ça, » murmura-t-elle. « Qu'est-ce que t'as dit ?» gronda Manson. « Je dis que c'est fini. » Elle se tourna vers Robert. « Tu es vraiment mon père, pas vrai ?»« Oui, Emily. On ne t'a jamais oublié. »« Lena, approche ou je te jure !» menaça Manson, levant son arme. Mais Emily resta ferme. « Non, Victor, c'est terminé. » Il pointa son arme vers Robert. « C'est toi qui l'as retourné contre moi. » Tout se passa très vite. Emily se jeta sur Manson. Un coup de feu, puis un autre. Robert crut qu'elle était morte. Mais c'était Manson qui gisait au sol, blessé, tandis qu'Emily, le bras ensanglanté, tenait un petit pistolet. Robert éloigna les armes. À peine Mike eut-il réagi que la police fit irruption, armes à la main. « À terre, mains en l'air !»
Robert s'agenouilla avec Carla. Mike fut arrêté. Les secours s'occupèrent de Manson et soignèrent Emily. Plus tard, dans le couloir de l'hôpital, Robert observait sa fille à distance, encore incapable de croire que, 20 ans après, il l'avait enfin retrouvée. Robert était assis sur une chaise en plastique inconfortable, devant la salle de soins où les médecins s'occupaient de la blessure par balle d'Emily. Après 20 ans de recherche, il avait enfin retrouvé sa fille, vivante, juste derrière cette porte. Le détective Marshall s'approcha, son visage grave mais compatissant. « Monsieur Whitmore, la blessure de votre fille est superficielle. Elle a été touchée au bras, quelques points de suture suffisent. »« Et Manson ?» demanda Robert. « En chirurgie, la balle a frôlé son cœur. Ils essaient de le stabiliser. »« Et les filles, Carla et Jasmine ?» ?»« En sécurité avec les services sociaux. Aucune blessure physique, mais elles sont traumatisées. » Hélène, l'épouse de Robert, était arrivée 1 heure plus tôt, paniquée après avoir prévenu la police. Grâce au GPS de la voiture, les forces de l'ordre avaient retrouvé la propriété de Manson. Elle se trouvait maintenant à la cafétéria. Un médecin sortit de la salle. « Monsieur Whitmore, vous pouvez voir votre fille. Elle se repose. » Robert entra, le cœur battant. Emily était allongée, pâle mais calme. Elle leva les yeux vers lui, mêlant doute et espoir. « Emily » murmura-t-il, n'osant trop s'approcher. « Papa » dit-elle d'une voix tremblante. « C'est bien toi ?» À ce mot, « Papa » Robert fondit en larmes et prit doucement sa main. « Je ne t'ai jamais oublié, pas un seul jour. Il m'a dit que vous étiez mort, qu'il ne restait plus personne. » La porte s'ouvrit à nouveau. Hélène entra, tenant 2 cafés, et s'arrêta net. « Émilie !»« Maman !» Hélène posa les gobelets et se précipita vers elle, l'enlaçant avec précaution. Tous 3 se serrèrent, submergés par l'émotion. Plus tard, le détective revint. « Désolé d'interrompre. J'ai besoin de votre témoignage, mademoiselle Whitmore. Ou préférez-vous un autre nom? Mon vrai nom est Emily Grace Whitmore. Il m'appelait Lena, mais ce n'était pas moi. » Pendant 1 heure, Emily raconta son calvaire. Enlevée à 10 ans par Victor Manson, un routier, il l'avait trompée avec une fausse histoire de cambriolage. Ensuite, droguée, elle s'était réveillée dans son camion, loin de chez elle. Il l'a cachée, voyageait sans cesse, changeait souvent d'endroit sauf à Fern Creek, où il tenait un magasin de prêteurs sur gage. Timber Treasures. « Pourquoi ne t'es-tu pas enfui ?» demanda Helen. « J'ai essayé au début, mais à chaque tentative, il devenait plus violent. Et il me répétait que vous étiez mort. J'ai fini par abandonner. C'était plus facile de survivre en faisant semblant. »« Et quand a-t-il commencé à te présenter comme sa femme ?» demanda Marshall. « À mes 18 ans. Il me faisait passer pour sa femme devant ses associés. Mais la plupart du temps, j'étais isolé. » Le détective nota tout, le visage durci. « Sais-tu pourquoi il a adopté Jasmine ?» Émilie se crispa. « Il disait que je devenais trop vieille. Il voulait une fleur fraîche, une nouvelle fille. Il parlait d'elle comme d'une future 2e épouse. » Hélène éclata en sanglots. Robert serra la main de sa fille. « Victor est impliqué dans plein de trafics. Fausse identité, ventes illégales. Il ne fait rien légalement. Nous allons enquêter sur l'orphelinat et ses activités. Il sera accusé d'enlèvement, séquestration, abus sur mineurs, détention d'armes, tentative de meurtre. Ce n'est qu'un début. » Un coup à la porte les interrompit. Une infirmière entra, accompagnée d'une agente des services sociaux et des 2 filles. « Elle demandait à vous voir », expliqua la travailleuse sociale. Carla s'avança vers le lit. « Ça va? Il t'a fait très mal ?» Émilie sourit doucement. « Juste une égratignure. Et vous ?» Jasmine, cachée derrière Carla, demanda timidement. « On va retourner à l'orphelinat ?» Avant que quelqu'un ne réponde, Robert prit la parole. « Justement, je voulais vous parler des filles. » Il se tourna vers l'agente des services sociaux. « Je sais que nous ne pouvons pas les adopter tout de suite. Nous vivons dans un autre État, il y aurait des démarches et des enquêtes à faire. Mais j'aimerais les aider à être placés dans un meilleur endroit. Et je veux contribuer financièrement à leur éducation et à leurs soins. » Émilie tendit sa main valide vers Carla. « Tu m'as sauvé, tu sais. Sans ton courage, je n'aurais peut-être jamais retrouvé ma famille. » Carla sourit fièrement. « Et toi, tu as sauvé ma sœur. » L'agente hocha la tête. « Nous allons discuter des meilleures options pour elle. Et votre aide sera précieuse.
Au fil de la soirée, la chambre d'hôpital devint animée. Des médecins vinrent examiner Emily, des policiers apportèrent des nouvelles de l'enquête et Helen passa des appels à la famille pour annoncer le miracle. Victor Manson avait survécu à l'opération, mais son état restait critique. Mike et 3 autres complices avaient été arrêtés et coopéraient avec la police, dévoilant un vaste réseau criminel à travers plusieurs États. Quand tout redevint calme, Robert resta assis près du lit d'Emily, l'observant dormir. Son visage, marqué par le temps, mais si familier, semblait enfin apaisé. Hélène était de l'autre côté, sa main posée doucement sur le bras de leur fille. « 20 ans, murmura-t-elle. Je n'aurais jamais cru revoir ce jour. Merci de m'avoir poussé à partir en vacances, souffla Robert, la gorge serrée. Après tant d'années à chercher, à espérer, c'est une simple paire de rollers dans une vitrine et le courage d'une petite fille qui avait tout changé. Ils avaient perdu 20 ans de vie, anniversaires, fêtes, moments ordinaires et précieux. Mais à cet instant, en regardant Emily respirer paisiblement, Robert comprit que le plus important n'était pas ce qui avait été perdu, mais ce qui venait d'être retrouvé. Les ténèbres qui avaient pesé sur eux pendant 2 décennies étaient enfin en train de se dissiper. Le chemin à venir serait difficile. Emily aurait besoin de temps pour guérir et il devrait réapprendre à vivre en famille. Mais pour la première fois depuis 20 ans, ils affronteraient ce chemin ensemble. Par la fenêtre, les étoiles commençaient à apparaître dans le ciel du soir. Robert se souvint comme Emily aimait les contempler, petite, et faisait un vœu en voyant la première. Ce soir-là, pour la première fois depuis 20 ans, il n'avait plus besoin de faire de vœux. Le miracle qu'il espérait depuis si longtemps dormait devant lui, enfin chez elle.